Vous regardez Golf TV Africa en direct de Cotonou, la métropole du Bénin, le pays qui vient de célébrer, en tout cas cette année 2021, le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance, à l'instar de plusieurs autres pays africains. Il y a donc justement 60 ans, ces pays sortaient du jeu politique du colonisateur. En cette période-là, ces pays œuvraient quand même pour accéder à l'aide extérieure pour pouvoir asseoir leur économie, donc financer leur développement. 60 ans après l'heure du bilan, cette pratique est encore agissante. Aujourd'hui, ces pays africains n'ont-ils pas la possibilité de financer leur propre développement? Ou qu'est-ce qui se passe réellement? L'aide extérieure en question, c'est quoi son sens? Mesdames, Messieurs, nous allons en parler ce soir avec un spécialiste. Il est spécialiste justement des questions économiques. Monsieur Komla Moncontant, bonjour. Bonjour, monsieur Alassane. Merci d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de ce programme. Voilà, je le disais tantôt, 60 ans déjà d'indépendance pour les pays africains. Aujourd'hui, on continue de parler de l'aide extérieure. Concrètement, d'abord, dites-nous, c'est quoi l'aide extérieure? L'aide extérieure ou l'aide publique au développement, en fait, réfère à toute aide que porte un pays riche, d'accord, à un pays dit pauvre. Cette aide peut revêtir plusieurs formes. Cela peut être financier, cela peut être technique, cela peut être économique, humanitaire, cela peut porter sur des services. Cela peut être porté directement dans le pays, d'accord, qui bénéficie, comme le Bénin par exemple, ou cela peut être aussi porté ou maintenu dans d'autres pays, voire même dans le pays riche, d'accord, mais étant comptabilisé au profit du pays bénéficiaire, voilà, notamment dans les cas de dépenses pour la migration, voilà, voyez-vous. Donc c'est un peu cela l'aide publique au développement. Au développement, justement, je le disais tantôt, depuis l'indépendance, les pays africains font recours à cette aide-là. Jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que les pays sont maintenus, en tout cas pratiquement dans leur état, puisque le développement n'est pas encore ce qu'on entend, ce qu'on attend quand même. Concrètement, c'est quoi les sous-bassements de cette aide-là? L'aide, quand elle est octroyée à un pays, c'est généralement pour répondre à un besoin. D'accord? Le besoin est généralement identifié par les organismes internationaux qui collectent cette aide, d'accord, et la mettent à la disposition des pays bénéficiaires, ou de plus en plus, c'est ce vers quoi nous espérons de mieux tendre, le besoin est exprimé par le pays bénéficiaire, le pays pauvre, d'accord, à l'endroit du pays riche, pour justement avoir cette aide et l'utiliser selon son besoin. Mais évidemment, l'aide, elle peut être liée ou non. Oui, liée concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Liée, l'aide est dite liée lorsque je prends par exemple des fonds qui sont octroyés à un pays. Ces fonds octroyés à un pays, le pays qui octroie ces fonds ou bien les organismes qui collectent ces fonds pour les octroyer au pays mettent des conditionnalités à l'usage de ces fonds. On dira par exemple, vous avez besoin d'experts, nous vous fournissons les experts. Nous vous donnons l'argent, mais nous vous fournissons les experts. On dira par exemple, vous avez besoin de machinerie, préférentiellement, venez acheter vos machineries sur notre, chez nos producteurs. On vous dira par exemple, vous avez besoin de tel produit ou de tel autre produit, préférentiellement, venez les acquérir sur notre marché auprès de nos producteurs. Évidemment, quand vous me demandez 100 francs pour, je dis n'importe quoi, par exemple, pour manger, et je vous dis très bien, vous voulez 100 francs pour manger, mais venez acheter votre repas chez moi, les 100 francs retournent où? Dans ma poche. Justement. Du coup donc, lorsque l'aide est liée,
il ne faut pas s'attendre à ce que réellement elles puissent absolument bénéficier aux pays qui obtiennent cette aide. Voyez-vous? Oui. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ces pays-là n'ont pas de compétences en tant que telles que les pays donateurs, en quelque sorte, posent ces conditionnalités-là? Venir par exemple chercher des spécialistes de chez nous, venir acheter des machines chez nous pour exécuter justement l'aide qu'on vous a octroyée. Bien, c'est une manière de voir, c'est une manière de comprendre. Voyez-vous? Mais me diriez-vous aujourd'hui qu'au Bénin, pour réussir à impulser un certain développement, une certaine amélioration des conditions de vie, nous ne sommes pas suffisamment intelligents sur les 11 millions de personnes que nous sommes pour mettre en place des politiques, des stratégies qui répondent réellement à nos besoins et avec des compétences que nous avons. Je pense que le problème, il est plutôt ailleurs. Et ailleurs, c'est dans les intérêts. Les intérêts, vous le savez, beaucoup l'ont dit, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Oui, justement. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être aux premières heures de l'indépendance que cette pratique s'observait? Est-ce qu'à l'heure actuelle, on parle de 60 ans d'indépendance, est-ce que les pays africains continuent d'accepter cette pratique-là? Est-ce qu'ils n'ont pas, comme vous l'avez dit, des compétences aujourd'hui pour pouvoir exécuter ces aides? Alors, j'allais aller un peu dans ce sens en disant ceci. Les pays qui octroient cette aide n'ont pas absolument tout à fait tort non plus en mettant des conditionnalités à leur usage. Dans la mesure où, voyez-vous, les pays africains ont fait trop souvent, les gouvernants des pays africains ont fait trop souvent montre de, permettez-moi de dire la chose ainsi, de peu d'amour à l'endroit de leur peuple, à l'endroit de leurs congénères, au point où l'aide est facilement détournée ou était facilement détournée, d'accord, pour les poches des dirigeants, et une fois dans leur poche, en fait, c'est se retrouver à l'extérieur. Je n'invente rien. Justement, on allait en parler. Je n'invente rien. C'est le résultat d'études ou bien plutôt de constats qui ont été faits à travers le monde. Voyez-vous. Alors, bien entendu, dans cet esprit où, à cause de cette forte corruption, l'on peut penser que les pays donneurs ou donateurs sont en raison de mettre des conditionnalités. Mais comme vous l'avez si bien souligné, si peut-être cette pratique existait autrefois, aujourd'hui, les pays tendent, les pays africains j'entends, tendent à exprimer davantage leurs besoins et à demander que l'aide qu'ils reçoivent soit davantage réellement orientée vers les besoins qu'ils expriment. Mais comme le dit l'anglais, beggars cannot be choosers. Ne choisis pas qui emprunte, on dit en français. Voilà, et est-ce que, puisque vous avez abordé un aspect là qui est quand même très capital, les dirigeants, sinon les gouvernants, ceux-là qui ont à charge d'exécuter, de mettre en œuvre l'aide qu'ils reçoivent de l'extérieur, vous avez parlé de peu d'amour envers le peuple, ce genre de détournement. Mais est-ce que les États n'ont pas encore pris conscience de ce qu'il faut freiner, ce genre de détournement? Est-ce que ça s'observe jusqu'aujourd'hui? Écoutez, c'est une question, j'allais dire, un peu pernicieuse, mais bon, je ne dirais pas cela. Il faut voir la chose autrement. Ce n'est pas aux dirigeants de prendre conscience, c'est au peuple, c'est aux citoyens. Quand vous et moi, citoyens d'un pays, nous voyons comment les choses se passent à l'encontre du bien-être citoyen, du bien-être de nos compatriotes, de nos congénères, à l'encontre
du mieux-être à venir, du mieux-être futur de nos descendants communs. Mais nous nous taisons et nous disons, laissons le gouvernant la faire son temps. De toute façon, il n'est pas éternel, il s'en ira même s'il fait 50 ans. Mais pendant ces 50 ans, il aura creusé des trous béants pour lesquels il nous faudra peut-être 100 ans avant d'arriver à combler. Si vous comptez sur la bonne foi du gouvernant, qui n'est pas politique, mais qui est plutôt politicien, ou comme le disent d'autres, politicard, pour ne regarder que ses propres intérêts, soyez sûr qu'en tant que peuple, vous allez continuer à souffrir. C'est au peuple de se déterminer. Ce n'est pas au gouvernant. Et c'est quand le peuple se détermine qu'il choisit en son sein un leader pour exécuter cette détermination, cette autodétermination qu'il a définie. Et lorsqu'il estime que ce leader ne fait pas ce pourquoi il l'a choisi, il lui dit, descends de là, tu as trahi notre foi, on veut quelqu'un d'autre. S'il faut faire descendre la personne 1 an après lui avoir donné le poste, et, comment dirais-je, le fesser ou la fesser, afin de donner une leçon à l'autre personne qui viendra pour comprendre que le peuple veut aller quelque part, le peuple veut atteindre un objectif, et que ce ne sont que ceux-là qui veulent aller dans ce sens, qui sont les bienvenus pour diriger la destinée du peuple. Si le peuple arrive à faire cela, alors il n'aura que les dirigeants qui s'inscriront dans cette dynamique. C'est pourquoi, d'une certaine manière, on dit les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui le peuple a réellement le pouvoir en tant que tel? Quand on voit dans nos pays africains, c'est vrai, c'est une question un peu politique, dans nos pays africains, comment est-ce que les élections sont organisées, où c'est celui qui est au pouvoir qui a la possibilité d'organiser une élection en sa faveur, et finalement, pratiquement tous ceux qui sont au pouvoir arrivent à remporter les élections. Est-ce que dans ce contexte-là, le peuple peut décider réellement de quand est-ce qu'il faut mettre fin au régime, à un régime donné? Voyez-vous, il est bien vrai que le gouvernant dispose de tous les pouvoirs dans ses mains. Mais ce n'est qu'une illusion. Parce que tel qu'on le dit, et en vérité, le pouvoir appartient au peuple. On ne va pas se casser la tête. On va prendre juste 1 ou 2 exemples. Voilà. Regardez le Burkina sous Blaise Compaoré. Il devait procéder à une modification politique qui allait conduire à la mise en place d'un Sénat, à ci, à ça, et probablement, je dis n'importe quoi peut-être, probablement que Blaise Compaoré se serait maintenu au pouvoir. Mais le peuple a dit non. On ne veut pas de cela. Le peuple s'est levé comme un seul homme. Voilà. Justement, revenons maintenant à notre question du jour sur l'aide extérieure, puisque ceux-là, qu'on peut appeler aujourd'hui donateurs, ont quand même la possibilité de détecter que dans un pays donné, il y a peut-être de la corruption, les dirigeants ne prennent pas au sérieux l'aide qu'on met à leur disposition pour pouvoir satisfaire leur peuple. Mais ces pays aussi se contentent ou bien se permettent d'octroyer ces gens d'aide à ces pays pratiquement africains qui sont habitués du fait. Voyez-vous, tout est une question d'intérêt et de pouvoir. Sinon, ce que je voudrais dire, est-ce que la finalité, l'objectif même, c'est de sauver réellement les pays, et les amener à se développer? Et je vous réponds, tout est une question d'intérêt et de pouvoir. Voyez-vous, si nous sommes 10 et je tends à faire passer mes positions, mes points de vue dans ce groupe de 10 que nous formons, je chercherai à avoir une certaine connivence, une certaine, comment dirais-je, facilité de support par certains membres, parmi les 10. Justement. Et le meilleur moyen, c'est de les rendre redevables
vis-à-vis de moi. Ouais. Le pays donateur qui donne, mais il s'assure d'une certaine manière qu'au moment où il a besoin du soutien des pays qui reçoivent son don, que cela ne le lâche pas entièrement. Et en ce moment-là, c'est quoi? Il ne s'agit pas de dire venez vous aligner derrière moi pour faire la guerre nécessairement. Il s'agit de dire, vous avez découvert du pétrole, pensez à moi d'abord pour l'exploitation. Il s'agit de dire, souvenez-vous, quand vous aviez besoin d'argent pour construire telle route, c'est moi qui vous l'ai donné. Dès lors, vous avez découvert un gisement de cobalt, je suis là, laissez-moi l'exploiter. J'ai besoin d'une voix pour passer des résolutions au Conseil des Nations Unies. Je vous veux derrière moi, souvenez-vous, entre-temps j'étais là. Ça, donc, en gros, ces aides-là ne sont pas faites quand même de façon, disons, avec une volonté d'accompagner, mais plutôt des intérêts se cachent derrière tous ces actes-là. Apparemment, vous ne m'avez pas compris. Je vous ai suivi, justement. Que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, en fait. Voilà. Je n'ai fait que le rappeler. N'est-ce pas? Ce ne sont que des intérêts. Dans ce contexte, justement, c'est là ma grande préoccupation. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on pourra réellement un jour pouvoir sauver les pays, sauver les peuples qui quand même aspirent à un bien-être? Parce que, je le disais tantôt, 60 ans, et on parle des aides, mais le peuple, on voit une certaine précarité toujours dans des pays africains. Il y a 60 ans, 61 ans, c'est-à-dire dans les années 1960, des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal avaient à peu près le même niveau de développement que la Corée, la Thaïlande, etc. D'accord? Aujourd'hui, qu'en est-il? Le gouffre entre la Thaïlande, entre la Corée et ces pays-là que je viens de citer, c'est un gouffre abyssal, n'est-ce pas? Il y a moins de 30 ans, environ 22-25 ans, à la sortie de la guerre Hutu-Tutsi au Rwanda, le Rwanda était pratiquement à terre. Non. Pratiquement à terre, vous ne dites pas. Le Rwanda était détruit. 30 ans aujourd'hui, le Rwanda n'a pas besoin de revendiquer sa place au Conseil des Nations. En tout cas, le Rwanda est reconnu comme une puissance émergente en Afrique. N'est-ce pas? Justement. Un modèle. Comment? Tout est une question d'autodétermination. Voilà. Ce que j'entends par autodétermination, je l'ai expliqué tantôt un peu, c'est au peuple de dire voilà ce que nous voulons. C'est au peuple de dire nous te prenons toi pour faire cela. C'est au peuple de dire quand nous t'avons appelé, quand nous avons eu recours à toi pour faire telle chose, tu le fais, on t'évalue bien, nous sommes contents, ou on te dit non merci, nous passons à autre chose, nous voulons voir quelqu'un d'autre réaliser ce que nous avons voulu, ce que nous avons prévu. Donc, en gros, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les pays africains ont la capacité de pouvoir financer leur développement? Ou il faut toujours dépendre de l'aide extérieure? Alors, est-ce que les pays africains ont la capacité de pouvoir financer leur développement? Oui. Je vous dirais nous allons simplement ceci. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 1983, la route Volta est devenue Burkina Faso. Et Thomas Sankara, qui est arrivé au pouvoir par le coup d'État, dont on se souvient probablement, a dit c'est fini, on n'importe plus. Nous devons pouvoir nous nourrir, nous devons pouvoir nourrir nos citoyens.
Si nous continuons d'importer, nous resterons dans ce cafouillis de pauvreté à n'en plus finir. Et Thomas Sankara a mis fin aux importations de vivres des pays limitrophes. En l'occurrence, je me souviens très bien, puisque j'y étais en ce moment-là, les trains de vivres provenant de la Côte d'Ivoire ont été bloqués. Ça a jasé dans le pays. On a crié famine. Mais au finish, à quelques mois, poussons même jusqu'à dire 1 an de souffrance, parce qu'il avait quelque chose de précis en tête et qu'il avait partagé avec son peuple qui y avait adhéré, tout le peuple s'est mis au travail et petit à petit, le Burkinabé a commencé à manger ce qu'il produisait. D'accord? Le Burkinabé a commencé à s'habiller avec des tissus fabriqués au Burkina à base de coton cultivé par les Burkinabés. Et Thomas portait cela très fièrement. Pour montrer toute cette dynamique, pour montrer sa volonté réellement aller dans ce sens, Thomas a dit, inutile d'importer ce dont on n'a pas besoin. Les ministres ont troqué leur Mercedes luxueuse contre des Renault 4L, des 2 chevaux. Justement. Et lui-même roulait à vélo ou en Jeep militaire. Et aujourd'hui, nous sommes à combien d'années 30 combien 34 ans 34 ans, oui. Eh bien, il y a près de 20 ans que le Bénin reçoit du Burkina des pommes de terre, du piment, de la tomate et que sais-je encore, des fraises. Il les reçoit du Burkina, c'est-à-dire le Burkina les cultive et les exporte vers le Bénin. Et nous les consommons au Bénin. Nous en réexportons même une certaine partie. Le Burkina a 3 mois de pluie. Le Bénin en a 5. Par quelle magie? Ils ont choisi à un moment donné de s'autodéterminer, de trouver une valeur, de s'ancrer sur cette valeur-là et de dire ce sera notre boussole pour nous lever. Attention, je ne prétends pas que le Burkina est une puissance. Oh non, il fait toujours partie des pays sous-développés. On est d'accord. Il fait toujours partie des pays pauvres, endettés. On est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine, j'allais dire fierté, une certaine aura qui est reconnue au Burkina quand on parle du Burkina aujourd'hui? Qu'est-ce que nous portons vers le Burkina en retour de ce que nous prenons de chez lui? En fait, pour répondre à votre question, et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette anecdote, tant que les peuples ne se convainquent pas qu'ils peuvent faire quelque chose et qu'ils ne portent pas, je reviens toujours là-dessus, à leur tête pour les diriger, quelqu'un qui a cette comment dirais-je, pas une ambition, non, mais cette volonté et qui agit en expliquant au peuple, voilà le plan, voilà comment je vais le faire, cela va nous coûter ci, cela va nous coûter ça, de façon claire et nette, pour susciter l'adhésion, pour susciter l'accompagnement du peuple. Tant qu'on n'arrivera pas à cela, on restera dans un cafouillis permanent, comme un cercle vicieux du serpent qui se mord la queue dans le sous-développement. Donc, à vous entendre parler, même le Bénin peut aujourd'hui assurer son développement, peut imprimer cette marque-là. Parce que quand on prend le Burkina Faso, donc vous venez de citer, avec 3 saisons, 3 mois, j'allais dire, de saison de pluie, au Bénin on en a 5. Donc on a cette capacité-là de pouvoir imposer, en tout cas un épanouissement économique, tout au moins, pour sortir certains peuples de l'extrême pauvreté. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. La première des choses, comme je l'ai dit, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Il faut que nous nous décidions ensemble à le réaliser. Mais bien sûr, le Rwanda, vous allez me dire quoi? Mieux. Vous avez parlé de 5... Enfin, j'ai parlé de 5 mois de pluie et vous l'avez répété, bien évidemment. Vous savez
aussi bien que moi que l'on dit de la vallée de l'Ouémé que c'est la deuxième vallée la plus riche au monde après celle du Nil. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça fait des millénaires que le Nil nourrit, la vallée du Nil nourrit tout autour d'elle. Et la vallée de l'Ouémé, qu'est-ce qu'on en fait? Mais quand je laisse tout cela, nous avons des ressources incommensurables. Oui, je le dis ainsi. Nous avons d'énormes ressources que nous n'avons pas encore appris à exploiter ou que nous cachons, ou du moins dont nous nous voilons la face. Et quand je laisse ces ressources naturelles, nous avons une ressource qu'on oublie très souvent. Enfin, on le dit à la bouche, oui, mais on ne sait pas s'en servir. Laquelle? Le cerveau. Mettez deux Béninois à l'extérieur dans une structure et dites-leur que vous voulez lever la structure. Les Béninois vous feront des merveilles. Mais à l'intérieur. Mettez 3 Béninois à l'intérieur et dites-leur de s'entendre, ils s'autodétruiront. Ah bon? C'est pas moi qui le dis, ce sont des études encore. Malheureusement, on est déjà à la fin de cet entretien. Je vous laisse le soin de conclure en quelques secondes. S'il y a une conclusion à faire, je pense que c'est la même chose. Qu'au Bénin, nous sachions réellement ce que nous voulons et que nous nous déterminions à le faire. Que nous trouvions, j'allais dire, une valeur à laquelle nous nous ancrons, d'accord, pour dire c'est sur cela que nous allons nous construire. Les Burkinabés ont dit peuple intègre, pays des hommes intègres, n'est-ce pas? Les Rwandais ont trouvé le leur, etc. Je disais tantôt que nous avons cela, nous l'ignorons. Est-ce que vous savez que le Rwanda est venu copier, je dis bien copier, des conceptions, c'est-à-dire des stratégies que le Bénin a mises en place pour pouvoir se développer et que c'est cela qu'il a mis à l'œuvre là-bas? Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, pour développer son agriculture, est venue copier les plans que le Bénin avait? Aujourd'hui, nous nous retournons vers ces pays pour voir comment ils ont fait. Pourtant, ils sont venus prendre ça chez nous. Tant qu'on ne se détermine pas, tant qu'on ne dit pas nous allons y aller de telle manière et qu'on ne se dit pas oui, c'est cela. Et toute personne qui vient, qui s'en écarte, on dit descends, on ne veut pas. Le serpent se mordra toujours la queue. Docteur Komla Mokota, merci à vous de nous avoir accompagnés durant tout au long de ce programme. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, les pays africains ont la capacité d'assurer leur développement à travers leurs ressources. Et ils n'ont pas besoin d'attendre forcément l'aide extérieure pour concrétiser leur développement. En tout cas, c'est ce qu'on a pu retenir de cet entretien. Merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à nos programmes. À très vite.